Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le board. Bienvenue Faustine. Salut Flavie. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, Faustine Durier, que je vais vous présenter tout à l'heure, est avec nous pour un épisode, je vous fais un petit teasing, super important par les temps qui courent. On va parler de transformation d'entreprise, on va parler de conduite du changement, on va parler de comment vos employés peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes grâce à certains secrets dont dispose Faustine notamment et à certaines expériences dans son parcours. Alors, le board, pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, je suis ravie de vous accueillir. C'est une business communauté dans laquelle on discute avec des experts que j'invite à mon micro, des experts comme Faustine qui vont nous partager leurs propos, leur expertise, nous donner un peu d'inspiration, d'information, de formation. Parce que c'est vrai que quand on est décideur, dirigeant, entrepreneur, c'est pas toujours simple de décider seul et on n'a pas toujours toute l'expertise à portée de main. J'espère que vous pourrez trouver dans le board, du coup, les experts dont vous avez besoin. Et puis surtout, la conversation entre nous continue et avec Faustine. Je vous mettrai dans la description les liens sur comment la contacter, etc. Et puis, on vous posera aussi des questions et peut-être quelques petits challenges pendant cet épisode. Alors, Faustine, notre invitée du jour, elle est juste, c'est juste une nana géniale déjà. Elle a créé et lancé son projet d'entrepreneur à 26 ans. Oui, oui. Et vous allez voir, soyez pas intimidés parce que elle a fait un gap que beaucoup d'entre nous pourraient faire. Elle est passée de intrapreneur, elle était dans un grand groupe, elle se considérait à l'époque comme une corporate hacker, donc elle est passée de intrapreneur à entrepreneur. Elle a réussi à sauter le pas et elle a créé l'entreprise Coco Worker. Est-ce que je prononce bien, Faustine? Oui, c'est parfait. Tu vas nous en dire un petit peu plus, mais en tout cas, voilà, son projet est un projet super intéressant. Elle va vous intéresser si vous travaillez dans des grands groupes, mais pas que, parce qu'on va aussi parler de culture d'entreprise et quelque part des fondements et des ressorts vraiment intrinsèques de motivation pour se motiver en tant que dirigeant et pour motiver ses équipes. Alors Faustine, je vais te laisser parler quand même un petit peu. Est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce qui t'a donné envie de créer Coco Worker et qu'est-ce que c'est déjà que ce dispositif que tu as créé? Yes, avec plaisir. Alors, comme tu disais, donc moi j'ai été salariée avant de créer Coco Worker. J'étais consultante en conduite du changement. Donc finalement, mon job consistait à mobiliser les salariés, enfin les collaborateurs pour aller vers des changements, et notamment des changements concernant de la culture digitale, donc tout ce qui est de nouvelles façons de travailler ensemble, etc. Et je constatais qu'il y avait parfois un décalage avec ce qu'on nous demandait de faire et ce qui était vraiment reconnu au quotidien. Et tout ça, c'était pour moi assez lié avec les systèmes de reconnaissance traditionnels des organisations, qui étaient peut-être pas assez pertinents et modernes finalement, parce que très verticaux, donc facilement basés sur la visibilité qu'on se donnait auprès des décideurs. Et moi, je trouvais que ça pouvait générer vraiment une perte de sens et un désalignement de ne pas reconnaître les personnes qui contribuaient activement à ces projets de changement. Et je constatais derrière ça comme problème du désengagement et une résistance au changement. Et donc, j'avais de plus en plus de mal à faire mon travail. Et il m'a semblé qu'en fait, sur des sujets de transformation et de culture, finalement, on pouvait vraiment demander l'avis à tout le monde et responsabiliser chaque salarié en leur demandant finalement de valoriser les personnes qui, pour elles, étaient alignées, exemplaires. Et que tout ça, ça pouvait permettre de redonner du mouvement et du sens. Et surtout, c'était quelque chose de tout à fait... sur des soft skills, on est tous légitimes à faire des feedbacks, donc sur des compétences de savoir-être. Donc ça me paraissait assez logique. Et donc voilà, j'avais proposé cette idée de reconnaissance pour accélérer les projets de transfo et aligner sa culture en intrapreneuriat. Et que j'ai testé chez AXA Bank et que j'ai pu ensuite mettre en... Enfin, j'ai choisi de quitter AXA pour lancer Coco Worker. Bon, bravo, parce que déjà, tu quittes le grand groupe, la sécurité, etc. Puis un domaine quand même assez intéressant. Et puis, tu t'attaques à quelque chose de sacrément déjà sacro-saint. On va dire, tu secoues le cocotier dans l'entreprise. Tu parles de quoi? Qu'est-ce que tu secoues? L'entretien annuel d'évaluation, par exemple? Les performance reviews, ce genre de choses? Ouais, alors en fait, en gros, juste, je te recontextualise. Nous, on est là pour vraiment aider les dirigeants à mettre leur stratégie en pratique, donc en reconnaissant les acteurs qui y contribuent. Et en fait, quand on parle de stratégie, généralement, on va être appelé sur 3 types de problématiques. Donc, soit ce sont des enjeux liés à de la RH. Donc, effectivement, ça va être comment je développe ma culture du feedback, comment j'améliore le manque de la reconnaissance des salariés, puisque ça, c'est un vrai sujet. Comment j'identifie, je développe des soft skills, comment je manage à distance, je diffuse mon modèle de leadership. Après, je peux avoir aussi des enjeux d'attractivité, de rétention. Donc ça va être un premier point. Et effectivement, dans ce cas, on pourrait
compléter des entretiens d'évaluation avec la donnée qu'on va ressortir. Mais on n'est jamais là pour être à la place des dispositifs existants, parce qu'on pense que le manager reste vraiment très légitime à reconnaître, notamment sur les compétences techniques. On va plutôt ajouter de la donnée sur des choses très intangibles, par exemple les soft skills, qui sont de plus en plus importantes. Et tu vois, par exemple, dans des entretiens de fin d'année, on a de plus en plus l'ajout de valeur à ce moment-là, en disant, est-ce que toi, en tant que salarié, à quel moment tu as été très en phase avec les valeurs? Mais tu vois, c'est toujours un peu gênant de pouvoir qualifier, quantifier en tout cas ça. De dire oui, si, regarde, j'ai été très collectif à ce moment-là, donc c'est très impalpable. Donc nous, on va apporter de la donnée pour avoir un échange justement constructif et plutôt objectif, puisque bon, on part du principe qu'on multiplie les sources de reconnaissance dans l'organisation pour apporter justement plus de justesse. Donc ça, c'est un point de vue RH. Après, on peut également être appelé pour, comme je te disais, accélérer des projets de transformation, donc pour tout ce qui est acculturation, donc aux valeurs clés du digital, d'ouverture, de transversalité, d'instantanéité, de comment on fait pour encourager la collaboration. On sait que l'enjeu, surtout dans les grands groupes, c'est comment je fais pour éviter le travail en silo, mais vraiment créer de la cohésion, de la solidarité au quotidien et d'aligner les intérêts de chacun. Donc ça va vraiment être un dispositif qui va aider cela. Et le dernier point, ça va être sur la culture d'entreprise, comme tu en parlais, sur comment je fais en sorte que mes valeurs ne restent pas juste affichées sur les murs, mais qu'elles puissent être vraiment vécues au quotidien et qu'elles se transforment en comportement de tous les jours. Alors, avant d'être secoué par le dispositif et de voir un peu ce qui se passe derrière ce qu'on imagine, derrière la vision subjective du manager, donne-nous un exemple un peu à quoi ça ressemble en fait, CoCoWorker. Concrètement, les gens, ils font quoi pour dire qui a des bonnes soft skills et tout, qu'on visualise un peu ce qui se passe. Alors nous, au départ, on va expliquer, donc c'est important, je te parle des 3 enjeux, parce qu'on va expliquer pourquoi on est là, est-ce que c'est du projet, est-ce que c'est du long terme, et imaginons, on est sur, on veut vraiment diffuser notre valeur d'entreprise, donc sur l'outil qui est entièrement personnalisable, on va mettre les valeurs sous forme de mots-clés, et ensuite on va expliquer, communication, qu'est-ce que tu entends chez toi comme valeur clé, la communication? Ça va être capable de partager les informations, mes connaissances avec d'autres, par exemple. C'est pas juste, j'ai une bonne capacité d'oral. Ensuite, derrière communication, je vais mettre des sous-qualités et justement mettre ouverture d'esprit, machin. Et ce qui se passe, c'est que le concept, nous, c'est de proposer à chaque salarié d'envoyer tous les mois 3 signes de reconnaissance aux personnes qui souhaitent valoriser pour leur comportement vertueux et leurs initiatives qui vont justement être en phase avec le projet d'entreprise. Donc là, imaginons, c'est parce que tu es très aligné avec la culture et avec les valeurs. Et donc, moi, je vais te reconnaître, Flavie, pour ton sens de l'innovation parce que tu as eu l'initiative de créer un podcast qui était en plus vraiment dans nos valeurs de curiosité, de challenge, etc. Et donc ça, je vais l'écrire sur notre plateforme. Donc je t'envoie, ça s'appelle des kiffs, les 3 signes de reconnaissance, parce que c'est que positif. Donc je t'envoie un kiff innovation pour le projet podcast en expliquant tout ça. Et la particularité de la plateforme, c'est qu'elle est entièrement transparente. Donc nous, l'idée, c'est de créer de nouveaux modèles de réussite qui sont accessibles et inspirants pour tous, en se disant, je comprends pourquoi on est reconnu dans l'entreprise et ce que je dois faire pour être reconnu à mon tour. Ouais, du coup, tu veux dire que ça donne des idées aux autres en se disant, voilà, si on est reconnu pour ça, alors moi aussi, je vais prendre des initiatives, etc. Ok, super, c'est très clair. Et merci pour le kiff, parce que ça me fait du bien, là, de bon matin, franchement, ça marche, même si c'est virtuel, ça marche pour moi. Et du coup, souvent, alors les dirigeants que je peux côtoyer, par exemple, vont me dire, les soft skills, la culture, tout ça, c'est un peu bullshit. Alors, pardon, c'est pas pour te vexer, Faustine, mais c'est parce que des fois aussi, on se focalise sur des données plus tangibles qu'on peut mesurer, telles que la marge, etc. Et il est vrai que les soft skills et les valeurs, on ne sait pas trop si c'est là pour faire joli, si c'est là pour être incarné. Comment on peut les mesurer? Est-ce que tu as des chiffres ou des données qui pourraient peut-être convaincre les plus sensibles d'entre nous aux data pures et dures et à l'impact financier que ça pourrait avoir pour l'entreprise? Clairement, la culture d'entreprise, c'est clé parce que on le voit par exemple avec le Covid, quand tout part en vrille, il faut avoir une boussole interne. Et cette boussole interne, c'est vraiment ce qui va aider à prendre des décisions dans des situations de critique ou dans les situations de tous les jours pour gérer des conflits, pour manager, pour recruter. La culture, c'est vraiment le pilier de ce que tu es et c'est ce qui doit te guider au quotidien. Parce que nous, on a toujours tendance à avoir quelque chose d'assez intangible. Et donc, nous, l'idée, c'est comment on transforme cette culture, ces valeurs en principes opérationnels qui nous guident tout au long de notre vie professionnelle. Donc ça, c'est un point. Et pourquoi c'est des exemples ou pas de clients que tu as accompagnés qu'on comprenne bien? Parce que tu vois, ça reste encore des wordings souvent un peu de plaquettes. On voit très bien, mais quand on se dit je suis manager et concrètement, comment je transforme mes valeurs en trucs opérationnels pour mon équipe, des fois, on est un peu à sec.
Mm. L'exemple dont je te parlais, c'est justement d'expliquer, de lier. Quand tu lis ça à ton entretien d'évaluation, c'est que tu as fait comprendre à toute ton entreprise que c'était important les comportements et le savoir-être et les comportements alignés. Donc, si tu veux, nous, les données, on disait que c'est très intangible, ce qui est intéressant avec la plateforme, c'est qu'on va faire ressurgir ce qui est invisible au quotidien, à savoir quelles sont les connexions, quel est le niveau d'adhésion de mon entreprise à ma culture, parce que je vois à chaque fois les reconnaissances qui sont envoyées. On constate généralement qu'il y a un déficit en termes de leadership dans les entreprises, mais que c'est quelque chose qui progresse. Donc, vraiment, on a vu une différence avant-après avec Coworkers chez certains clients. Et ensuite, ce qui est important, c'est qu'on va aussi déceler des personnes qui sont des leaders influenceurs, donc des personnes qui incarnent complètement votre culture et qui vont pouvoir mobiliser autour d'eux, qui vont avoir aussi une autorité naturelle. Parce qu'on se rend bien compte qu'aujourd'hui, le leadership, c'est plus l'autorité que hiérarchique. Ouais, donc, c'est vraiment clé là-dessus pour mobiliser, pour engager tout le long. Et ensuite, un exemple, c'est un de nos clients qui utilise la plateforme depuis le début, parce qu'on a souvent la question de « ouais, mais il faut être un grand compte pour utiliser ça ». Ils ont commencé à 20 personnes, ils sont à 260 personnes. Et le fait d'avoir créé ça comme presque une obligation, vraiment, il s'était montré, moi en tant que dirigeant, je demande à mes managers d'utiliser ça et de l'utiliser comme un outil de développement professionnel vraiment dans les équipes. Donc à savoir, moi dans mon point, chaque mois, je vais demander à ce que tout le monde envoie ces 3 kiffs parce que ça compte pour l'entreprise. Bravo, vous êtes l'équipe la plus engagée, la plus ouverte, parce qu'on va étudier ça, mais aussi à savoir avec qui tu reconnais, est-ce que tu es capable d'être plus dans transversalité. Et parce qu'on a mis ça dans les objectifs aussi du management, clairement, on a fait comprendre à tout le monde que c'était important et on a vu une différence dans le niveau de collaboration, de connexion dans l'organisation. Wow, c'est top. Et est-ce que du coup, toi qui accompagnes les entreprises au quotidien, est-ce que tu as vu des exemples de culture d'entreprise vertueuse ou à contrario dysfonctionnelle et quels étaient les impacts concrètement sur le business de tes clients? Écoute. Ou est-ce que il y a peut-être des signaux faibles qui peuvent nous aider en tant que dirigeant à se dire ouh là là, attention, là, la culture d'entreprise, elle est friable, voire elle est en danger, ou bien au contraire, là, vous êtes sur la bonne voie. Qu'est-ce qui peut nous mettre la puce à l'oreille peut-être? Forcément, le niveau d'engagement de ces salariés, il est la clé. Hein. On va voir, on peut faire des enquêtes au quotidien pour savoir, et nous aussi on propose ça désormais, savoir est-ce que tu te sens, est-ce que tu as une fierté d'appartenance quand tu parles de ton entreprise à ton entourage professionnel, est-ce que tu te reconnais dans les valeurs de l'entreprise aussi. Après, nous, par rapport à ça, la culture d'entreprise, par exemple, comme ça, qui me vient à l'esprit, que je trouve importante, que je trouve hyper inspirante, c'est celle de LinkedIn. Tu vois, Jeff Weiner, qui est l'ancien PDG, lui, il n'hésitait pas à chaque fois, à tous les points d'équipe, à répéter à chaque fois les valeurs. Et en fait, il disait que c'est quand on ne supporte plus de s'entendre répéter les tenants de la culture qu'on va commencer à s'en souvenir. Donc, je pense que c'est clé. Il y a des rituels. Il faut savoir que la culture de l'entreprise, c'est vraiment la façon dont les décisions sont prises aussi quand on n'est pas là. Et donc, si tu veux, quand on n'est pas attentif, quand on laisse passer certaines choses, on crée une nouvelle culture. Donc, il y a une idée d'être toujours en vigilance là-dessus et de ne pas faire en sorte que ce soit que le rôle du leader de le faire. Il faut que tout le monde soit responsabilisé là-dessus. C'est très intéressant et du coup, est-ce que tu peux nous donner des conseils pour les dirigeants qui nous écoutent sur comment on peut faire pour entretenir et développer une bonne culture d'entreprise? Donc déjà, je te disais le principe de la répétition. Moi, je pense que c'est vraiment une question d'alignement, d'exemplarité, vraiment. On ne va pas demander aux salariés ce qu'on ne sait pas faire nous-mêmes. Et en fait, du coup, je vais te citer un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle What You Do is Who You Are de Ben Horowitz, qui explique bien que clairement, votre culture d'entreprise, c'est ce que vous allez faire. Et c'est beaucoup plus simple de créer des valeurs auxquelles nous, on s'identifie en tant que dirigeant, parce qu'on va être capable plus facilement de les incarner au quotidien. Et il y a un autre point aussi, c'est qu'il faut éviter d'encourager le leadership par le laisser-faire, c'est-à-dire le leadership par l'absence. Par exemple, en promouvant des employés au rang de chef parce que tout simplement ils ne causent pas de problème ou ils sont juste appréciés par leurs collègues. Parce qu'une fois à leur poste, en fait, ça va être des leaders qui seront très absents, très destructeurs parce qu'ils vont donner aucune directive réelle dans leur équipe. Donc c'est un peu ce que je te disais, c'est dans l'armée, c'est ce qui se dit, si on voit une chose de médiocre et qu'on ne fait rien, on a établi une nouvelle norme. Intéressant. Et c'est marrant, comme quoi c'est pas si soft, parce que tu vois, ces principes dont tu parles, c'est quand même des principes de leadership sur lesquels tu demandes en fait aux managers et aux leaders d'agir. Et c'est vrai que parfois
on agit facilement face à des métriques hard, mais sur des comportements, les gens sont plus, c'est plus touchy, ils savent pas toujours comment réagir en fait vis-à-vis de ce genre de comportements managériaux. Oui, c'est peut-être. Ouais, mais après, c'est aussi pour ça que je t'ai dit, dans la plateforme, on va révéler des personnes qui sont très alignées et du coup qui vont être des compléments, je pense, pour mobiliser, pour représenter son entreprise, quoi. Ouais, pour aider leur capacité d'influence. Ouais. Aussi la culture, ça marche. Et du coup, toi, en tant que dirigeante aussi, quand tu as créé CoCoWorker, alors quel genre de dirigeante tu es et quelles sont les valeurs que du coup tu incarnes et que tu as envie que ton entreprise, tes employés incarnent? Alors du coup, moi je vais avoir je pense la culture chez CoCoWorker de l'audace, la culture de l'exigence. Pourquoi? Parce que aussi je suis une dirigeante qui a un management très collaboratif et responsabilisant. Donc je pars un peu du principe que le recrutement est clé, très important, et donc vaut mieux être seul que mal accompagné. Donc on fait un recrutement par les valeurs, savoir est-ce qu'on a des personnes qui sont alignées là-dessus, qui sont... De toute façon, dans une start-up, on a besoin d'avoir des personnes au profil très entrepreneur au démarrage. Donc ce sont des équipes qui vont être portées aussi par ma mission et pas par moi. Et ça, c'est vraiment clé parce que c'est ce qui fait que je ne vais pas être dans un management par le contrôle parce que ça ne dépend pas de moi. Ils ne vont pas travailler pour me faire plaisir. Ils vont vraiment travailler parce qu'ils cherchent à accomplir une mission qui est plus grande qu'eux et que moi. Donc ça, c'est un point. Et l'autre chose que j'évite de faire, c'est d'être une sorte de leader héroïque. C'est-à-dire, c'est un peu facile, comme je suis solo founder, que je peux prendre parole, etc., et être assez visible. On va dire, bah oui, c'est elle qui gère le truc. Absolument pas. Parce qu'on risque tout simplement de déresponsabiliser une équipe en pensant que tout repose sur cette personne-là. Donc l'idée du leader collaboratif, c'est plutôt d'impliquer les salariés dans la réalisation de l'objectif et de les inviter tout le temps à la co-création. Et ça, dans tous les rituels d'entreprise. Pour donner un exemple concret, ça veut dire sur les points hebdo, plutôt que ce soit moi à chaque fois qui demande qu'est-ce qui s'est passé, vous en êtes tous sur ça, je demande à chaque personne de l'équipe d'animer à tour de rôle le point d'équipe en demandant qu'est-ce que tu pourrais ajouter, qu'est-ce qui est important pour toi, qu'est-ce que tu veux savoir, en ayant une continuité, mais tout ça, ça fait que ça ne repose pas que sur moi, en fait. Ouais, c'est malin. Puis en plus, comme ça, tu délègues, t'impliques. Et c'est vrai que tu as raison, ça ne doit pas être facile quand c'est toi qui crée ton projet, que c'est ta passion. Félicitations en tout cas. Et du coup, toi, pour terminer un petit peu sur ton cœur d'expertise, quelles sont les tendances que tu vois sur la workplace en général? Quelles sont les aspirations des gens? Est-ce qu'il y a des tendances de fond, des choses auxquelles on doit être particulièrement attentif pour les mois à venir? Je pense que la difficulté pour tout le monde, c'est vraiment d'attirer et de retenir les meilleurs. Et pour moi, on peut le faire vraiment avec une entreprise à mission, avec une mission qui est importante. Et c'est vraiment clé finalement de retravailler, c'est très, très tendance en ce moment, sa raison d'être, ses valeurs. Mais le risque derrière ça, c'est d'être juste dans le discours et pas dans les actes. Et ça sera impitoyable, clairement, aujourd'hui, à l'heure de la transparence absolue. Une personne qui s'exprime énormément, mais qui n'est pas alignée, qui ne reconnaît pas des personnes qui ont des comportements alignés, pour moi, c'est un vrai risque. Après, je pense qu'il y a... Parce qu'il y a eu des désillusions, on sent quand même un déficit de confiance. Donc, je pense qu'il y a besoin aussi d'apporter beaucoup de preuves pour recréer cette confiance-là et beaucoup d'humilité de la part des dirigeants et être capable d'exprimer sa vulnérabilité, c'est clé aussi pour expliquer que ça ne dépendra pas que de moi, mais qu'on va le faire ensemble. Et c'est un peu ce que je te disais sur le leadership collaboratif, mais voilà, pour moi, ce que je sens, c'est vraiment ce besoin de redonner du sens. Bon, c'est pas nouveau, mais tu vois, tu avais un chiffre qui disait quand même que tu as 55% des salariés aujourd'hui qui considèrent quand même que le sens au travail s'est dégradé et que pour 52% des salariés, le sens au travail s'est relié principalement à la coopération et aux valeurs de l'organisation. Donc, tu vois, dire de côté une entreprise hyper alignée, qui a une mission plus grande, mais on se rend compte que les gens ne travaillent pas entre eux, tu vois, en interne, c'est critique. Ça ne va pas marcher. Bien sûr. Et voilà. Et juste un dernier chiffre que je trouvais intéressant, parce que on parle souvent des jeunes, de toute façon, on a besoin d'attirer de jeunes talents, etc. C'est qu'on sent bien qu'il y a un besoin d'innovation managériale qui est absolu. Le Covid, Dieu merci, a accéléré tout ça. On n'a pas eu le choix. Mais tu vois, même on a 57% des futurs diplômés qui indiquaient, en fait, qui souhaitent que l'entreprise, elle se transforme vraiment au niveau des relations au travail, en développant un management bienveillant et le respect des personnes.
Donc, pour moi, c'est vraiment l'absolu, Ce que tu dis, j'en suis pas du tout étonnée. Et la plupart des leaders autour de moi se questionnent eux-mêmes sur savoir comment se réinventer. Parce que quand même en formation, en coaching, etc., on a quand même des modèles encore assez classiques de management. Tout le monde n'ose pas se laisser aller à certaines choses telles que la vulnérabilité, plus d'authenticité aussi. Donc ça, c'est très intéressant. Et du coup... d'après toi, quand on est patron, quand on est leader, sur quelles activités on doit se concentrer? Alors, pour moi, sans surprise, je vais te dire que c'est tout ce qui est culture, ce qui compte vraiment. Donc, tes personnes, ton équipe, tes équipes, l'humain et le pourquoi des choses. Je pense que c'est clé aussi de créer un environnement de sécurité, de confiance et d'apprentissage continu. Donc, pour moi, le rôle du dirigeant, il est là-dessus. En fait, il ne va pas tout faire, mais il doit créer les conditions qui vont générer cette confiance-là. Et alors, un truc tout simple, comment tu crées, par exemple, un sentiment de sécurité quand tu es à la distance? Parce qu'on sait quand même que tu as ce sentiment de sécurité quand tu vois les personnes, quand tu te sens dans le mood. Mais on va aller de plus en plus vers du management à distance, du télétravail. Donc là, on sait que l'importance de l'écrit, il est clé. C'est-à-dire qu'il faut vraiment savoir bien communiquer, documenter, donc que ce soit des agendas, des présentations, indiquant vraiment les décisions à prendre, les notes avec les actions de suivi, la clarification des rôles et la reconnaissance qui est formalisée. Donc l'oral, tu vois, c'est sympa, on se dit toujours oui, je peux dire merci comme ça. Non, en fait, vraiment l'écrit va être vraiment important pour créer cet environnement-là. Mais c'est drôle, tu vois, parce que moi, ça me paraissait contre-intuitif, parce qu'effectivement, on est dans une ère de beaucoup de visioconférences, et ce que tu veux dire, c'est que l'écrit, ça a une forme aussi de permanence qui va rassurer les gens. Oui, et en fait, c'est aussi ce qui permet, je te dis, de partager l'information à tous les autres aussi. Okay. Et de retrouver, oui, parce que tout le monde n'est pas toujours dispo. Exactement. Et c'est vrai qu'on est dans un monde de live, mais on est dans un monde aussi un peu asynchrone. Moi, j'aime bien cette tendance qui commence à émerger, et du coup, d'avoir comme ça des choses sur lesquelles on peut s'appuyer quand on redevient disponible, ça c'est pas mal. Et du coup, on parle de bouleversements qui vont impacter les leaders, les dirigeants. Celles et ceux qui nous écoutent, est-ce que tu aurais un challenge à leur donner ou peut-être une question à leur poser pour leur permettre de se préparer à ce qui est en train de se passer ou pour les aider à construire une meilleure culture d'entreprise? Alors moi, il y a juste 3 questions que je trouvais intéressantes que j'ai posées à mes équipes. Et c'est tout simple, mais qu'est-ce que je devrais arrêter de faire? Qu'est-ce que je devrais commencer à faire? Et qu'est-ce que c'est stop, start Attends, la 3e, c'est commencer, arrêter et continuer à faire, tout simplement. Ouais, super. C'est tout bête, mais la poser régulièrement, c'est assez révélateur. Et après, je pense qu'il faut essayer de faire quelque chose qui nous fait peur d'un point de vue de délégation, déléguer quelque chose qui nous semble impossible. Vraiment faire quelque chose qu'on pensait uniquement que seul le leader pouvait faire et se dire tiens, je vais en parler. Moi, je partage beaucoup avec mon équipe. Je dis ça, je savais pas trop. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait être faire? Tiens, Marie, vas-y, prends le lead là-dessus. Et en fait, ça apporte un regard nouveau et en fait, tout faire pour être indispensable. Je pense que c'est aussi pour ne pas être indispensable. Non, mais très bien. Donc, du coup, un challenge pour vous, si vous nous écoutez, si vous avez envie de faire un petit travail sur vous et avec vos équipes, avoir cette conversation avec vos équipes pour établir le contrat de confiance aussi, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on arrête, qu'est-ce qu'on continue et qu'est-ce qu'on commence à faire ensemble dans notre collaboration et puis qu'est-ce qui nous fait peur et qu'est-ce qu'on a envie de tester en termes de délégation. Top. Alors, tu vois, on vit dans un monde où on est quand même bombardé de conseils. Et c'est vrai que parfois, donc surtout toi qui es entrepreneur, tu t'inspires beaucoup des autres entrepreneurs, de livres que tu lis, mais aussi de tes clients. J'aimerais bien savoir, Faustine, est-ce que tu te rappelles du meilleur conseil qu'on t'a donné dans le business et peut-être aussi du pire conseil qu'on t'ait donné? Alors, le meilleur conseil, en fait, là, je pense que ça devait être un truc autour de l'audace, du style plante-toi et recommence ou quelque chose comme ça. Mais en fait, moi, je pensais plutôt à quelque chose d'assez récent qui est en lien avec un webinaire qu'on a fait autour de la culture d'entreprise et que j'ai trouvé très intéressant d'un point de vue managérial. C'est ce qu'on appelle le leadership situationnel, c'est-à-dire d'adapter son management en fonction de 2 critères, donc la compétence et l'engagement du collaborateur. Donc, c'est-à-dire 3 points. Donc, on va diriger et on va contrôler un salarié qui est haut en engagement mais faible en compétences, donc pour le développer.
Le deuxième point, c'est qu'on va coacher un collaborateur qui est haut en compétences, mais qui est désengagé, qui peut être aussi une conséquence potentielle du stress et de la crise, hein, par exemple, ça peut être temporaire. Et le troisième point, c'est qu'on va donner de l'autonomie et on va s'appuyer davantage sur un collaborateur qui est très engagé et compétent. Ouais, super. J'aime beaucoup cette matrice. Souvent, on l'appelle compétence motivation, par exemple. Il y a des choses. On mettra des liens aussi dans le podcast parce que je crois qu'un exercice qu'on peut conseiller, c'est peut-être de faire régulièrement la cartographie de ses équipes ou de ses clients, d'ailleurs, vis-à-vis de cette matrice-là pour savoir quel accompagnement donner, par exemple, pendant le trimestre en cours ou pendant l'année en cours. Bon, mais top. C'est clair. Et du coup, le pire conseil, je pense que le pire conseil, c'est quand on m'a dit d'attendre que mon tour vienne. Ou alors, c'est-à-dire, on t'a dit quoi en fait, je me souviens toujours de la phrase d'une manager qui m'a dit, écoute, dans 3 ans, tu seras manager. En fait, attends. Et ça va arriver. Enfin, super, ok, mais bon, ouais, voilà. on parlera dans 3 ans. Il y avait 2 choses qui me choquaient, c'est que, j'avais pas spécialement envie d'être manager, et 2, ce côté comme si, dans 3 ans, c'était logique que tout le monde devienne manager. Enfin, vraiment, le côté attentiste me dérangeait beaucoup, et pareil pour tout ce qui était développement professionnel, on avait besoin d'attendre son tour, de faire ses preuves pour avoir accès à certaines formations, et je trouvais ça, pas cohérent, parce que quand on était très engagé, on n'avait pas ça, et bref, en tout cas, moi la conclusion que j'en ai faite, c'était vraiment de se dire, n'attends pas des autres, tout simplement, et va te former toi-même sur Internet, il y a plein de choses en ligne. Et le deuxième pire conseil, ce serait peut-être de se dire on doit être expert dans un domaine pour pouvoir l'exercer. Et moi, je trouve qu'au contraire, c'est avec un regard neuf. Et en fait, moi, je viens pas de la conduite du changement. Hein, j'étais en communication. Et c'est parce que je suis arrivée avec un regard neuf et que j'étais le seul profil un peu atypique que j'ai pu, je pense, un peu proposer des innovations dans le domaine, tout simplement. Bon, mais chouette, j'espère que ça va créer plein de vocations, tu vois, pour se lancer déjà, suivre ton exemple, et puis peut-être aussi ne pas hésiter à s'engager dans des voies dans lesquelles vous n'êtes pas expert. De toute façon, si vous êtes déjà manager, leader, etc., vous en savez déjà quelque chose, parce qu'on ne peut pas être expert de toutes les personnes qu'on manage ou qu'on guide, et quand on est chef d'entreprise, encore moins. Tu disais, tu te renseignes beaucoup en ligne et tout pour rester à la page. Ça m'intéresse aussi. Qu'est-ce que tu as envie de nous conseiller pour rester up-to-date, c'est quoi tes sources d'informations préférées, des choses que tu lis, que tu écoutes? Alors, j'ai un peu une passion quand même pour les livres d'innovation managériale. Donc, j'adore en fait lire Gary Hamel. Je le cite tout le temps, mais moi, c'est une vraie source d'inspiration. Donc, sur tout ce qui est management. Après, culture d'entreprise, je vous citais Ben Horowitz. Alors, c'est pareil, c'est tout simple, mais moi, je lisais pas trop en anglais au démarrage. Et en fait, il faut vraiment faire le pas, et c'est pas si compliqué que ça. Et il y a tellement de livres très inspirants. Qui ne sont pas traduits en français, malheureusement, je crois. Non, et puis souvent les traductions sont pas terribles, donc voilà, faut pas se refuser ça, enfin vraiment. Et moi j'adore commencer plein de trucs et je finis au fur et à mesure. Et sinon les podcasts, bien sûr. Donc ça c'est plus quand je marche ou quand je cours ou des choses comme ça, je vais écouter beaucoup Génération Do It Yourself. Des trucs sur des CEO. En fait, dès qu'on en écoute un, on est redirigé vers plein d'autres, mais je suis assez fidèle depuis toujours à Génération Do It Yourself et Le Gratin de Pauline Léniaud, qui m'inspire beaucoup. Et je pense que c'est un peu... Et du coup, quels sont les business qui t'inspirent, ou peut-être d'autres patrons ou entrepreneurs? Alors, moi, tu vois, il y a plein de notions que je vous ai partagées, que moi j'ai apprises d'une dirigeante islandaise qui est aussi présidente de B Corp, qui est vraiment, les entreprises B Corp sont des entreprises qui sont focalisées autour de leur culture d'entreprise. Et vraiment, quand on parle d'alignement, là, on entend un impact très responsable et positif, pas seulement en interne, mais aussi sur la société. Et c'est un label qui est très compliqué à obtenir, qui est américain et qui est vraiment très inspirant justement par sa transparence, ses valeurs, etc. Et c'est la difficulté à l'avoir aussi. Et c'est son exigence. Et bref, cette dirigeante-là, elle s'appelle Alla Tómasdóttir et elle fait des TED que je trouve géniaux. Donc, ce que je vais te donner comme source, effectivement, pour moi, c'est vraiment les TEDx, quoi. Donc ça, c'est une personne qui m'inspire. Après, il y a Gary Hamel, bien entendu, mais j'ai aussi j'ai eu la chance de rencontrer des personnes très inspirantes chez AXA. Et en fait, et aussi ensuite une personne chez LinkedIn qui est ma mentor.
voilà, c'est des gens que j'ai rencontrés au fur et à mesure. Ouais, bien en développant ton business aussi, puis chez tes clients et tout. Donc ça, c'est top. Je pense que c'est comme ça aussi qu'on construit une communauté. Et toi, ce que j'aime bien aussi dans ton discours et dans ta marque et tout ça, c'est que tu prônes cette transparence pour toi, mais aussi vis-à-vis de tes clients. Et vous faites beaucoup de choses ensemble. Je vous ai vu pendant le confinement faire des talks et des webinars ensemble. Et ça, pour moi, je suis plutôt dans la direction commerciale. C'est vraiment la preuve aussi d'une relation commerciale et une relation client super saine, quoi. Donc, bravo, c'est top. Et du coup, est-ce que tu fais autre chose que travailler, que développer ton business, peut-être des choses qui t'inspirent ou qui t'aident à être plus créative ou plus performante dans ton job? Qu'est-ce que je fais qui m'aide plus franchement, pour moi, lire, c'est vraiment, mais c'est quelque chose qui m'a choquée, hein, parce que quand mon passage de salarié à entrepreneur, c'est la différence, c'est le nombre de livres que je lisais. Enfin, c'est comme si en fait, en arrivant dans l'entreprise, je m'étais arrêtée d'apprendre, même si j'apprenais d'autres choses, hein, mais j'avais plus ce réflexe-là et on ne demandait plus de le faire. Et là, j'ai une stagiaire qui vient d'arriver, qui était dans un grand groupe aussi. Je lui ai dit, bon, la première chose, tu prends une semaine, tu t'isoles du doigt, je veux que tu lises tout ça, quoi. Et elle me dit, mais c'est génial, parce qu'en fait, moi, j'aime ça, et on nous rappelle pas de le faire. Et, c'est terrible quand même, et ça, c'est un petit message que je passe à tous ceux qui nous écoutent aussi, hein. Je pense qu'il faut encourager cette soif d'apprendre, parce que c'est un peu aussi un révélateur que peut-être en tant que manager, on s'appuie trop sur les process ou des trucs lambda, voire même des formations d'entreprise. Ouais. Et on oublie de se nourrir. Et en fait, c'est ce qui fait que du coup, elle est surmotivée, qu'elle va être beaucoup plus pertinente, qu'elle aura sa propre opinion des choses aussi. Et voilà, je trouve que c'est ce côté-là. C'était pas juste manager pour dire ce qu'il va falloir faire dans quel contexte, c'est dans mon business. Et moi, par exemple, je me rends compte que j'étais pas hyper affûtée en termes de connaissances sur les assurances, alors que je venais d'un groupe d'assurance. Enfin, c'est tout bête, mais si on m'avait demandé de lire voilà, ce que ça a apporté, de voir quelques films, de machin, enfin, je trouve que cette vision globale, c'est ça qui donne du sens, en fait, je trouve. Ouais. Donc, bon, top. Écoute, on va s'aménager dans nos agendas respectifs de ministres des plages lecture. Si c'est les vacances, il faut en profiter. Je ne sais pas où vous êtes en train de nous écouter, à la salle de sport ou peut-être sur un transat. Donc, voilà, faut en profiter. Et est-ce que tu as un peu un mantra professionnel, une sorte de phrase qui te guide, une sorte de boussole intérieure, parce que tu en parlais de boussole par rapport aux valeurs? Alors, c'est un peu... un mantra très, on va dire, bon paysan, on va dire. Moi, je suis un peu en mode quand on veut, on peut. C'est très simple, mais c'est très vrai, je trouve, surtout dans l'entrepreneuriat. Hein, clairement. Faudrait le mettre en anglais pour voir si ça fait moins gros bon sens. Non, je rigole. Mais non, c'est bien. C'est intéressant. C'est vraiment le côté, quand on fait... Enfin, je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses qu'on nous dit, c'est impossible de le faire. Et en vrai, quand on se donne les moyens, on y arrive toujours. Et le meilleur conseil aussi, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Je pense que ça, c'est... moi, j'ai eu un déclic. Ce qui a provoqué aussi mon départ, le dire, OK, je vais y aller, c'est que j'avais vu un TED qui disait que tu es la moyenne des 7 personnes que tu côtoies. Et en fait, je me disais, là, je suis un peu enfermée dans une équipe et j'ai pas la possibilité de rencontrer des gens qui pourraient m'inspirer davantage. Et en fait, du coup, je veux pas être cette moyenne-là. C'est oui, mais j'ai envie d'être une moyenne supérieure. Donc, j'ai envie de rencontrer de nouvelles personnes, des gens très innovants, très, très entreprenants. Et c'est ce qui va me donner envie de me dépasser. Et voilà. Franchement, Faustine, c'était trop bien et c'est une phrase que je retiens aussi pour nous. Et tu vois, c'est ce qui m'a motivée à créer le board et à ce qu'on soit ensemble une communauté, parce que si on est la moyenne de tous nos auditeurs et de tous les gens qui passent à ce micro, on va être une putain de super moyenne. C'est hyper motivant et moi, je me reconnais aussi dans ce que tu dis, l'envie de dépasser les silos. Et peut-être de casser un peu les lignes, hein, parce que des fois, on peut rencontrer des super personnes par hasard, un dirigeant dans un avion, on est assis à côté de quelqu'un. Enfin, il faut être un peu ouvert d'esprit. Donc, ça me plaît ce que tu dis, Faustine. Et puis, j'ai hâte que les gens découvrent du coup ton travail et aussi ta plateforme. Juste, ça vient d'où le nom Coco Worker? Parce que c'est quand même un peu spécial. Ouais, c'est clair. Alors en fait, c'est parce qu'il y avait beaucoup de co. En gros, l'idée, c'est qu'on cherche à développer des cultures de collaboration, de convivialité et de confiance, et qu'on fait un dispositif entre coworkers, entre collègues. Donc voilà, c'était beaucoup de co avec le worker, donc ça fait Coco Worker. Cocorico aussi, quoi. T'es une boîte française, tout ça. Écoute, je te remercie parce que moi, on me disait ça fait Coco Chanel. Je dis bon, pas trop, mais j'aime beaucoup Cocorico. Libre à vous d'exercer votre imagination et d'être créatif. Donc, Faustine, en tout cas, on continue la conversation avec toi. Donc, si vous voulez contacter Faustine et lui poser des questions sur tout ce qu'on a abordé rapidement dans ce podcast, ce sera avec plaisir.
Et en tout cas, je vous souhaite à tous une super journée où vous soyez et plein de coopération, de collaboration, de créativité et puis surtout, n'hésitez pas à sortir des cases et à tenter votre projet. Et on se tient à votre disposition avec Faustine et avec toute la communauté pour vous aider ou pour répondre à vos commentaires. Faustine, merci beaucoup pour cet épisode avec toi. Flavie. C'était trop Et cool. À la prochaine dans les prochains épisodes. Bye. Ciao.